crois que tu as verrouillé mon micro, en fait, Ah, désolé. Frédéric. Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, attends, je vais repartager mon écran. Et le lancement de l'enregistrement, je pense qu'il y a... Ah, d'accord. Donc, quelques règles du jeu hein, pour que le webinaire se passe le mieux que possible. Donc, bon, n'hésite pas à mettre sa caméra en veille. On coupe les micros. On aura un temps dédié pour toutes les questions. Sinon, vous avez le fil de conversation sur lequel vous pouvez poser vos questions au fil et au fur et à mesure de la présentation. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On va essayer de tenir le créneau pour que tout le monde puisse déjeuner à l'heure. L'objectif, donc, c'est, comme ça a été présenté un peu par Inbar, c'est-à-dire c'est comprendre les spécificités des bâtiments scolaires. Donc, GRDF, en observant les consommations de vos bâtiments en période d'inoccupation et en catégorisant les bâtiments exemplaires et les bâtiments sur lesquels on peut agir, on s'est focalisé aujourd'hui là sur les bâtiments scolaires. Donc, ce qu'on disait un petit peu en amont de la présentation, c'est éviter les gaspillages d'énergie et baisser vos factures énergétiques de façon simple et peu onéreuse. Alors, du coup, D'abord, un petit peu. on va commencer du coup par vous interroger. On propose 3 petites questions du coup pour démarrer un peu et lancer le sujet. Alors, normalement, vous avez une fenêtre qui devrait s'afficher. J'espère qu'elle va arriver pour tout le monde. Donc, la première question, finalement, c'est voilà, de vous sonder un peu. À votre avis, du coup, quel est le ratio de jours d'utilisation d'une école sur une année? Une année complète de 12 mois. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, elle est utilisée à un tiers du temps, à 44% ou à 61%? Je vous propose chacun de cliquer sur la réponse qui vous semble être la plus près de la réalité. On a 4 répondants, 5. Ça peut être très différent selon si une école fait centre aéré, tout ça, hein, bon, voilà. Mais on va dire qu'on va être sur des grands ordres de grandeur sur le sujet-là. Je ne voudrais frustrer personne. 6 réponses. Bon, n'hésitez pas, il n'y a pas de notation. Hein, voilà. Allez, on va clôturer là. Ah, 32. OK, donc 44%. C'est effectivement le taux d'occupation, le ratio d'occupation moyen d'une école. C'est une école est utilisée à 44% de l'année. Maintenant, du coup, sachant ça, du coup, à votre avis, les périodes de week-end et de vacances représentent finalement quelle part de la facture de gaz d'une école? Alors là, on va se focaliser surtout sur la période de chauffe, hein. Donc, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Votre facture, imaginons, est de 100, ben, finalement, quelle part de la facture sert à chauffer les week-ends et les vacances scolaires? Moi, par exemple, je ne vois pas arriver la question. Hein. Je ne peux pas répondre là. Hein. Ah, J'imagine qu'il faut mince. cliquer quelque part. Et oui, normalement, Ah, il y ça a y est. voilà, normalement, il y a une petite fenêtre qui s'affiche au milieu de l'écran, normalement. Ça y est, vous l'avez vu arriver? Oui, je l'ai vu arriver, mais elle n'est pas active. Je peux Ah oui, pas. On parce peut que là, vous pas. regardez mon écran à moi, en fait, je pense. C'est parce que moi aussi, je Ah. bascule d'un écran à l'autre. Et normalement, vous devriez le voir arriver, ouais. Non, mais je le vois, mais on peut pas. C'est pas actif. On peut pas cliquer. Ah, vous ne pouvez pas cocher. Oui, parce que là, ça doit être la fenêtre de Gilles, je pense. C'est ça. D'accord. Envoyer du coup, Gilles? Vous Bon, c'est pas Comment? grave. avez cliqué sur envoyer ou... Non, moi, je clique sur rien.
Ouais, clique sur une réponse. Ah, mais trop tard. Allez, on a 10 répondants. Donc, on a la moitié des personnes qui ont du coup voté pour 15% du coup de la facture, 20% des répondants sur 34% de la facture et 30%, un tiers des répondants sur 42%. Et donc, la réponse, c'est sur le bilan sur la Pyrénées-Atlantiques, c'est 42%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 42% de la facture de la période de chauffe, elle sert à chauffer le week-end et les vacances scolaires. Allez, dernière petite question. Du coup, là, on va plutôt parler oraux. Donc, à votre avis, pour une école, alors voilà, une école d'à peu près 150 élèves, quel est le montant de la facture finalement énergétique pour chauffer les vacances de Noël? Allez, 7 répondants, 9. Ok. Bon, on a presque une égalité entre 500, 1000 et 1300. Voilà, bon, pour une école d'à peu près 150 élèves, c'est à peu près 1000 € pour chauffer les vacances de Noël. Après, ça dépend des températures, mais vous allez voir dans l'exemple qu'on prendra un peu plus loin dans la présentation. Voilà, bon, c'était pour nous mettre un peu en jambes. Et, je laisse la main à Gilles pour le dérouler. Parfait. Donc c'est vrai que ces questions nous mettent directement dans le sujet qu'on va vous présenter. La présentation se fait en 4 étapes. Le premier, ça va être vous présenter comment on a généré un diagnostic patrimonial de vos bâtiments, les outils qu'on peut mettre à disposition pour que vous puissiez assurer vos consommations de gaz, quelques actions concrètes à mettre en œuvre de façon simplifiée et sans coût excessif de réalisation. Et puis après, un focus sur les gaz verts et les installations compatibles gaz vert. On est parti d'un constat, donc on part sur ce focus-là des Pyrénées-Atlantiques et de l'ensemble des établissements que vous pouvez avoir. On revient sur des moyennes d'une classe, voilà, qu'on peut avoir sur les Pyrénées-Atlantiques. Si on évalue les consommations moyennes d'une classe, d'une école, on va dire plutôt, sur la période hivernale, hein, on part du 1er novembre à fin mars, on évalue la consommation globale à 38 mégawatts-heure, donc, ou 38 000 kilos. Cette répartition, elle se fait, comme vous avez pu répondre à la question tout à l'heure, c'est-à-dire 22 mégawatts sont consommés pendant les périodes de classe, qui correspond à 44% du temps, en fait, de cette période-là. Donc, 56% du temps, l'école elle est inoccupée pendant les périodes de chauffe. Mais par contre, eh bien, on consomme quand même encore 42% de notre facture énergétique durant cette période avec personne dedans, pour 16 mégawatts. Donc, on voit un peu ce ratio qui reste significatif. On chauffe des classes non utilisées pendant les vacances de Noël. Donc l'idée, elle part un peu de ce constat de la part de GRDF avec deux ratios qui sont... le ratio, c'est le rapport entre la consommation week-end et vacances sur les niveaux de consommation sur les jours occupés. Donc ces deux ratios nous permettent d'identifier différents volets. Là, on voit les types de consommation et différents seuils en fait d'actions qu'on peut mener sur les établissements scolaires. Là, c'est tous les établissements que nous avons référencés sur les Pyrénées-Atlantiques. Alors, c'est des référentiels qui peuvent évoluer parce on peut avoir des écoles qui ne sont pas remontées dans notre data. Mais en rouge, on voit les périodes week-end et en bleu, les périodes de semaine. Alors, attention, il y a la période vacances au milieu, là, sur la période décembre, qui sera un peu plus visuelle sur la deuxième partie.
Donc, on voit quand même que globalement, sur tous les établissements scolaires des Pyrénées-Atlantiques, donc de type école, on voit des consommations qui sont thermosensibles. On n'a pas mis la courbe des températures, mais on voit si on a des températures basses, même le week-end, eh bien, on consomme du gaz sur ces établissements-là. Là, c'est une vision donc vacances. On voit en plein milieu la grosse période rouge, donc c'est les vacances scolaires de la période fin d'année, donc entre Noël et 1er de l'an. Et on voit que pareil, on suit des courbes qui sont plutôt de température que de taux d'occupation des sites. Le diagnostic qu'on peut faire sur ce département, c'est on a référencé, nous, 177 écoles, dont 53% de ces écoles, donc 98 écoles, ont un potentiel de gain élevé, c'est-à-dire où des actions simples de régulation sont à mettre en place. 18% avec des potentiels intermédiaires, ça veut dire des impacts un peu moins forts de consommation week-end et vacances par rapport aux consommations en école occupée. 16% de non mesurés, et puis des 9 écoles en fait où on sent qu'il y a de la régulation et un suivi en fait de ces périodes d'inoccupation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 177 écoles, mais qui peut en oublier. On évalue à peu près 60% des établissements, alors pas peut-être nationalement, des établissements qu'on a pu référencer de ce type-là. On a voulu aller plus loin et prendre des cas réels du département. Donc, on a pris une école A, qu'on va appeler A, d'une école de 100 élèves avec 4 classes. Et on a évalué ses consommations sur les périodes. Donc là, on se retrouve sur des périodes 2023 et 2024. Début 2024, ça s'arrête il n'y a pas très longtemps. Hein, on est au 27 février. Donc, en bleu, les consommations sur des périodes de sites occupés et les périodes rouge ou rose, comme vous le voyez, ou violet, sur les périodes inoccupées. Donc, on constate que la chaudière est allumée en début de période de chauffe et éteinte au printemps. Pas de régulation de programmation ni d'intervention durant l'année. Si on évalue, on a pris une moyenne hein, de contrats énergétiques avec ce qui se fait sur notamment les contrats territoire d'énergie à 64. Dans ce cas-là, on évalue les factures de Noël sur ce type de classe à 950 €. Où on se dit, ben, finalement, 950 € pour chauffer un établissement non occupé. Et sur les vacances de février, 700 €. Donc, on a déjà quand même un montant qui est important et ça représente 53% de la facture énergétique sur des sites non occupés. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une action assez simple à pouvoir mettre en place. Alors, sur l'école B, on a pris une école un peu plus grande. Donc là, on se base sur une action qui a été menée par une commune de votre département. Une école B, 170 élèves, 6 classes. Et là, par contre, la chaudière, elle est allumée en début de période de chauffe. Et au début de chaque vacances, là, c'est un élu, carrément, qui va couper la chaudière et la rallume le dimanche avant la reprise des écoles. On a mis un petit panneau « Attention ». C'est pas des actions qui sont quelque part préconisées. C'est une action de régulation qui peut exister, mais qui peut avoir des impacts sur le taux d'humidité des établissements. Donc, c'est de la régulation qui est binaire, 0, 1, on fonctionne, mais ça a quand même un impact, si on regarde ces graphiques, avec plus de consommation du tout, notamment pendant les vacances de Noël. Et sur ce type d'établissement, c'est un gain estimé à 1050 € sur cette période-là. Et sur la période de février, de 750 €. Donc après, ça peut avoir un impact sur les périodes de chauffe si les températures étaient très basses. Ça peut avoir un petit impact sur un petit ou ça dépend des types d'établissements, sur les réchauffages en fait des salles et ça peut avoir cet effet-là qui pourrait être légèrement négatif, mais en tout cas économiquement, il y a quand même ce retour-là. Et quand on compare à l'école A, on se retrouve avec une facture totale sur les jours d'école de 73%, et puis la facture où on voit que là, c'est que les périodes week-end, l'impact, il est que de 27%.
Donc on voit que voilà, c'est une régulation binaire, mais si on fait le comparatif des deux écoles, on se rend compte des différences de consommation, bien que la taille des établissements varie et même supérieure au-dessus pour l'école B. Donc, on a pris une moyenne de 15 jours. Les vacances de Noël, elles sont significatives. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent d'usage aussi, multi-usage des groupes scolaires. On sait que pendant les vacances de fin d'année, souvent, il n'y a pas de centre de loisirs. C'est vraiment des périodes qui sont de sites inoccupés. Bon, puis il peut y avoir quelques cas, mais qui seront peut-être à étudier de façon un peu plus fine. Donc, ce qu'on peut retenir sur ces éléments-là, c'est que on peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et aujourd'hui, c'est un peu cet élément-là. C'est que des données de consommation, on en a. Le constat qu'on peut faire, si on revient sur le focus département, que globalement, les écoles ne sont pas bien régulées et que de l'énergie, malheureusement, est gaspillée. Donc, de l'énergie, donc aussi de la finance. Et avec des solutions simples, et peu onéreuses, on peut facilement baisser notre facture énergétique et donc baisser nos consommations. Et pour cela, on a des outils qui permettent de cibler en fait ces points-là. Et donc, on en vient à la deuxième partie, les outils qui nous permettent de suivre notamment les consommations gaz, puisque la globalité des écoles de ce territoire-là sont équipées de compteurs maintenant communicants et qui nous permettent de récupérer de la donnée de consommation journalière. Je te laisse un petit quiz peut-être pour... Oui, alors plus qu'un quiz, c'est plutôt un sondage. Et du coup, Oui. voilà. Parmi du coup ceux qui sont du coup autour de la caméra, du coup, qui c'est qui utilise un logiciel ou un outil de suivi des consommations, du coup? Pour avoir une idée de... Je vais te faire plaisir, Frédéric, je vais mettre oui, moi. Et répondant, bon, on termine sur un match nul. Allez, on est sur du 50-50, la moitié. On en avait qu'une, c'est sa question, Frédéric. Donc, on voit, hein, et moi j'ai répondu oui, donc 50-50, j'ai un peu tronqué le sondage, mais on voit que c'est vrai que des outils de suivi des consommations, on en a en tout cas. Et c'est vrai que GRDF a mis à disposition plusieurs outils de visualisation de vos consommations, avec des espaces qui sont assez simples. Donc, on a l'espace client de GRDF, qui est un espace personnalisé, euh, où vous pouvez retrouver en fait tous vos données de consommation avec un historique de 5 ans et qui est à la main de chaque collectivité, chaque service technique qui peut piloter ce point-là avec des données de consommation qui vont vous donner par point de comptage gaz que vous avez sur votre patrimoine de votre collectivité, ces éléments-là. Donc, il est limité à un titulaire. Pourquoi? Parce il est lié, en fait, on donne l'accès au titulaire du contrat énergétique et non à toute une foule pour garantir la sécurité de vos informations. Donc, c'est des données, on vous mettra des liens, vous aurez des liens de toute façon dans les points, et sur lesquels vous allez pouvoir juste très rapidement, en 2 étapes ou 3 étapes, créer vos points de comptage et suivre vos consommations en instant T. Dès que vous avez créé le point de comptage, vous suivez vos consommations et vous avez les données à J+2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mercredi, vous auriez les données de consommation de lundi avec la donnée journalière. Et c'est de ce pas-là qu'avec notre data qu'on a pu initier cette démarche. 2 autres outils, à tout visu conso qui est plutôt sur un patrimoine supérieur à 50 bâtiments gaz. Donc là, on crée une interface entre la maîtrise d'ouvrage et GRDF et qui permet de visualiser ces éléments-là. Et puis un autre
outil qui s'appelle Addict. Et là, c'est de la donnée brute de fichiers Excel. Et là, on parle d'informaticien à informaticien, ce que je ne suis pas moi. Nous, je pense que dans les cas des collectivités, c'est vraiment l'espace client GRDF qui répond à vos besoins et qui nécessite pas tellement de difficultés autres. Et tous ces outils ont une particularité, c'est qu'ils sont totalement gratuits et mis à disposition par les distributeurs GRDF. Donc, du coup, le portail espace client, finalement, pour les collectivités, ben, il s'appelle le portail collectivité, voilà, comme son nom l'indique. Donc, c'est un portail sur lequel vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations autour du contrat de concession, autour des travaux, autour de la cartographie. Vous allez avoir toute la cartographie du réseau gaz et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des consommations de vos bâtiments. Donc voilà, vous avez le lien qui est noté du coup ici au milieu, là, monespace.grdef.fr. Et donc du coup, vous pouvez vous connecter du coup à cet espace et donc vous allez retrouver notamment donc, une partie consommation et sur lequel vous allez pouvoir ajouter. Donc il faudra taper la première fois, il faudra taper ajouter vos bâtiments en tapant les PCE, donc les numéros 165 ou 164 à 13 chiffres. Et donc, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont été saisis une fois, après, vous les retrouvez et voilà, vous avez l'historique. Vous voyez un petit imprimé écran au-dessus. Vous voyez l'historique avec la consommation de l'année d'avant, la consommation de cette année. Donc, ça vous permet déjà de voir d'une année sur l'autre le delta. Vous avez des courbes de température aussi pour ben, voilà, estimer si il a fait plus chaud ou plus froid et donc comprendre est-ce que c'est normal ou pas que j'ai plus consommé. Et donc, vous pouvez regarder ça jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Enfin, voilà, il y a différents affichages. Vous pouvez exporter aussi en Excel et après retravailler les choses comme vous le voulez après derrière dans Excel. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est complètement gratuit et du coup qui a l'avantage au moins de ne pas être dépendant de votre fournisseur. Voilà, parce que du coup, souvent on utilise le portail de son fournisseur. Alors, ça peut très bien marcher, hein, mais c'est vrai que quand on change de fournisseur, ben, en général, on perd l'historique. Voilà. Donc, bon, là, l'avantage, c'est que ben, nous, quel que soit le fournisseur, peu nous importe, vous avez l'historique de vos consommations. Donc, voilà, je pense que pas mal d'entre vous, sûrement, ils sont déjà allés. Si vous avez en tout cas des questions sur cet espace-là, n'hésitez pas. Sébastien Mourgue pour la partie Béarn, Jean-Paul Bib pour la partie Pays Basque, ou moi-même. Du coup, voilà, en tout cas, on se fera un plaisir de vous accompagner sur vos premiers pas sur cet espace. Oui, parce que petite particularité, pour protéger vos données, il y a un petit code d'accès à récupérer pour créer l'espace collectivité. Donc, que ce soit Jean-Paul ou Sébastien, je pense qu'ils vous le donneront avec plaisir. Et donc, oui, à retenir, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de fait côté GRDF, parce qu'après, on avait l'habitude de donner des consommations plutôt mensuelles. Et maintenant, on se rend compte que suivre au plus près des besoins, des consommations gaz était un élément important. Et cette volonté aussi de vous donner accès facilement et de façon gratuite aussi, et que ce soit adapté à votre taille. Donc, vous pouvez avoir un patrimoine de 10, 15 bâtiments et sur lesquels vous pouvez suivre ces données de consommation. C'est facile à prendre en main, notamment voilà, avec le portail collectivité. Si vous avez des administrés, ils ont exactement le même accès, hein, s'ils sont clients gaz également. Ils peuvent suivre aussi leur consommation journalière. Et nous, en fait, notre position est assez simple puisque voilà, c'est un conseil neutre, non commercial et sur mesure. Et comme on évoquait un petit peu tout à l'heure avec la commune du Staritz, c'est transposable à d'autres bâtiments publics. Là, aujourd'hui, on fait un focus sur les bâtiments d'enseignement, mais un hôtel de ville qui ne fonctionne pas le week-end aura les mêmes problématiques qu'une école qui ne fonctionne pas le week-end, ou alors des collectivités qui ferment leurs bâtiments pendant des périodes hivernales, fêtes de fin d'année. C'est exactement la même chose, et salles des fêtes également.
Donc, maintenant qu'on a fait le constat en fait de ces éléments-là, bon, on a parlé aussi d'actions simples et efficaces aussi. Comme on aime bien les petits quiz, on en a. Toujours un petit quiz, du coup. On en a pas mal parlé, du coup, aux informations ou autres, mais voilà, si je baisse finalement la température de consigne d'1 degré dans les classes, quel gain moyen en euros je peux espérer faire, du coup, voilà, alors toujours sur notre école de 150 élèves. Est-ce que c'est 550 €, 750 ou 950? Bon, ben, on voit que vous suivez bien vos factures, parce que c'est bien ça, 750 €. Et c'est le gain moyen sur ce type d'école à peu près qu'on peut imaginer faire en baissant d'un degré. Donc, on voit bien une petite action génère quand même un impact important. On a mis, on a formalisé là sur un petit tableur de ce type-là quelques gains énergétiques envisageables. Donc, pareil, on réduit la température juste simplement le week-end. Là, on ne parle pas de l'action qu'on avait présentée dans le cas B, de l'école B. On réduit seulement la température le week-end de 3 degrés. Et B, ça permet d'économiser sur un bâtiment énergivore 4% de sa facture annuelle, sur un bâtiment de 1000 mètres carrés. Donc, on n'a pas que des bâtiments de 1000 mètres carrés sur les écoles primaires, maternelles ou établissements de ce type-là. Si on réduit la température pendant les vacances de 6 degrés, donc si on parle par exemple d'une température qu'on mettrait en moyenne de 20 degrés, ça fait on réduit la température à 14 degrés sur ces établissements-là. Mais là, sur un bâtiment énergivore, ça fait une réduction de 12% de la facture annuelle. Et puis après, on peut cumuler les deux, on atteint facilement 16%. Et donc après, on parlait là de l'abaissement de 1 degré de la température de consigne. Donc là, c'est sur toute la période de chauffe. Et pareil, ça a des impacts assez significatifs. Et là, on n'a pas touché à de modification d'équipement ou rajout d'équipement. C'est juste du réglage d'équipements existants. Et dès lors qu'on cumulait ces trois actions, on atteint quand même des chiffres sur des bâtiments énergivores de l'ordre de 25 à 28% de la facture énergétique annuelle. Donc, on baisse quand même d'un quart nos consommations. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste significatif. Pour autant, l'impact est mesuré et faible. Sachant qu'il y a un petit, ouais. sachant qu'il y a même encore un petit effet bonus. Alors, ça dépend si l'école fait centre aéré, pas centre aéré, mais on vous a parlé de week-end et de vacances scolaires parce que du coup, selon en France, tout le monde n'est pas la semaine à 4 jours, mais du coup, en l'occurrence, c'est quand même sur le département plutôt la norme. Donc, c'est-à-dire qu'une école qui n'est pas non plus centre aéré, il y a encore un jour bonus du coup sur lequel on peut réguler le mercredi, quoi. Donc, des gains potentiels encore supplémentaires. Tout à fait. Donc après, d'autres actions assez simples, la maintenance, un équipement bien entretenu, c'est entre 8 et 12% d'économie d'énergie. Des thermostats, des thermostats programmables ou connectés pour moduler la température selon les besoins, c'est 15% d'économie d'énergie. Puis après, il y a de l'optimisation des chaufferies existantes. On ne parle même pas de renouvellement, c'est de l'équilibrage de réseau, des embouages de radiateurs ou de planchers chauffants. Là, c'est des pompes à débit variables. Mais donc là, c'est de l'équipement et puis du calorifugage des réseaux. Ça aussi, après, ça permet des économies d'énergie assez significatives de 15%. Et ça, c'est voilà, c'est donné par l'ADEME sur des éléments qui sont simples à mettre en œuvre.
Et puis après, plusieurs actions de levier parce qu'on peut changer les équipements, on peut régler des températures que l'on veut. Il y a aussi faire adopter des éco-gestes au quotidien. Donc, on a créé quelques infographiques qu'on vous mettra à votre disposition, notamment par exemple sur les bons réflexes à avoir en classe, voilà, sur les actions qu'on peut mettre en œuvre localement par des aspects pédagogiques qui font que ces éco-gestes vont aussi impacter vos consommations énergétiques. Puis après, bon, on se répète un petit peu avec ce qui a été dit tout à l'heure, des thermostats programmables connectés, entretenir ces installations et mettre en place des systèmes intelligents, de systèmes automatisés. Alors, le plus simple, ça reste quand même de l'horloge. J'arrête de chauffer à 19 heures ou à 18 heures suivant le dernier parti de l'école, et puis je redémarre ma chaufferie aussi sur des temps comme ça. Ça, normalement, c'est déjà le cas, mais après, on peut le faire sur du journalier. Donc, une phrase qui veut tout dire, hein, la meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir, avec des actions simples, pas d'investissement, mais possible de faire beaucoup d'économies, hein. On parle juste sur 15 jours, si on reprend le volet, c'est entre 1000 et mais là, ce qu'on a dit, quoi. Voilà, un investissement de 0 à 700 euros, on peut économiser de 1700 à 2000 euros. On sait que vous êtes sensible aussi au retour sur investissement. Là, il n'y a pas tellement d'investissement à réguler. Et dès la première année, c'est des éléments qui sont de suite marquants. Et des Faut solutions avoir en tête, transposables. ouais, faut avoir en tête que la plupart des chaudières, hein, alors sauf vraiment peut-être les vieilles, mais la plupart des chaudières ont déjà quand même une programmation possible. Alors on va dire un peu simplifiée, mais qui est possible. Et elle est pas toujours mise en œuvre. Donc en tout cas, ce qu'on vous engage, c'est de challenger peut-être vos exploitants de chaufferie ou vos plombiers pour dire est-ce que déjà ma chaudière, je l'utilise déjà au mieux de ses capacités avec un peu de régulation. Et après, quand on va, donc ça c'est 0 €, hein, c'est juste l'utilisation de l'outil que vous avez déjà à disposition. Et après 700 €, c'est voilà, quand on parle de régulation connectée ou voilà, on n'est pas en train de parler d'appareillage qui valent des milliers d'euros, hein, c'est des choses qui vont entre 500 et 1000 euros, donc avec la pause. Donc c'est un investissement qui sur une ou deux vacances scolaires, vous allez réussir à l'amortir, quoi. Donc dans la durée, c'est des gains potentiels, quoi. C'est vrai que c'est des éléments qu'on connaissait pas nous non plus, hein, avant l'étude. C'est-à-dire que cette régulation-là, ce qui nous a surpris, c'est que les équipements existants ont cette capacité de faire de la régulation. Mais ça veut dire que l'installateur qui vous fait l'entretien ou si vous avez quelqu'un qui s'occupe de vos chaufferies, il a la possibilité de faire des réglages déjà qui vous permettent d'économiser. Après, il faut regarder si l'équipement existant n'est pas disposé à faire cet élément-là. C'est vraiment des investissements faibles et aujourd'hui qui ont un retour sur investissement très rapide. Donc c'est un peu l'élément qu'on met là-dessus. Et c'est pour ça que, ben, comme le précisait Frédéric, de solliciter vos partenaires, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est important et qui va avoir un impact rapide. Et donc, le dernier volet, c'est que vos installations gaz existantes, eh bien, elles sont déjà toutes compatibles gaz vert. Et je vais laisser Frédéric pour un petit dernier sondage, savoir si vous connaissez Ouais. un petit peu où on se situe côté Pyrénées-Atlantiques. Toujours le petit quiz. Donc, dans les Pyrénées-Atlantiques, les premières unités, elles datent de 2018. Du coup, des sites de méthanisation qui injectent sur le réseau, hein, de gaz. Donc, depuis 2018, on a des unités qui s'installent. Est-ce que, voilà, à votre avis, du coup, quelle est la part de la consommation de gaz du département qui est couvert grâce à cette production de gaz renouvelable sur le département? Est-ce que c'est 1% du gaz qui est finalement du gaz renouvelable? Est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est 10%?
Bon, on a affaire à des spécialistes. C'est bien effectivement 10%. C'est bien effectivement 10% aujourd'hui de la consommation de gaz des Pyrénées-Atlantiques qui est couverte grâce à la production de gaz renouvelable sur le département. Alors du coup, ce gaz renouvelable, du coup, c'est, je sais. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête, mais on n'a pas beaucoup parlé des scénarios énergétiques de RTE, du coup, alors notamment il y a l'année dernière. Voilà, d'autres organismes, l'ADEME a fait des projections, du coup, aussi sur les scénarios énergétiques. La filière gazière aussi a fait ses projections. Et voilà, notre feuille de route, elle est clairement de passer à 100% de gaz renouvelable dans les tuyaux à l'horizon 2050. Donc voilà, le chemin est tracé. Et donc la première étape dans ce gaz renouvelable dans les tuyaux, c'est la méthanisation. C'est celle dont on parlait dans le petit questionnaire. Alors la méthanisation en 2 mots, si certains du coup ne connaissent pas, l'idée c'est de venir faire dégrader des matières organiques. Donc on va venir mettre du lisier, du fumier, on peut mettre des biodéchets, des déchets de cantine, on peut mettre de l'herbe, on peut mettre du coup des bouts de stations d'épuration. Enfin, voilà. Tant que c'est de la matière organique, on va venir la mettre à fermenter finalement donc dans ces grands dômes qu'on voit du coup sur les unités de méthanisation, sans oxygène. On va chauffer ça à 40 degrés et on va laisser pendant 40 jours du coup cette matière se dégrader. Et du coup, ça va produire un gaz, et ce gaz, on va pouvoir le filtrer et en récupérer la molécule du CH4, qui est ni plus ni moins que la molécule du gaz naturel. Voilà. Sauf que là, on n'est pas sur du méthane, mais on est sur du biométhane, parce que du coup, finalement, il est produit en 40 jours avec de la matière du coup renouvelable, et il n'est pas puisé dans les sous-sols, où il a mis des millions d'années à se former. Si tu peux passer à la diapo suivante. Et donc le côté quelque part un peu magique, mais en tout cas intéressant de ce biométhane, c'est que du coup on va l'injecter dans les réseaux, il va se mélanger avec le gaz naturel qui est déjà dans les réseaux, qui vient de Norvège, qui vient des États-Unis ou des pays du Maghreb. Donc ça va se mélanger et les utilisateurs vont pouvoir utiliser ce gaz-là sans avoir à changer leur équipement. La chaudière est compatible, les bus, les camions GNV sont compatibles, et les industriels, pareil, peuvent utiliser ce gaz sans avoir à changer leur brûleur ou leur installation. Donc en termes de pouvoir d'achat, on change le gaz finalement et on met du gaz renouvelable à la source, et il n'y a pas besoin de changer les appareillages. Donc ça, c'est pour la partie énergétique d'un site de méthanisation. Mais il y a une autre partie qui est très intéressante, que ce soit pour la planète ou pour les agriculteurs qui montent ces sites, c'est le digestat. En fait, au fond de la cuve, à la fin de ces 40 jours, eh ben, ce qui reste au fond de la cuve, ça s'appelle donc du digestat. Et en fait, c'est un excellent engrais naturel qui va leur permettre d'éviter d'aller acheter des engrais chimiques. Et donc, ils vont épandre ça dans les champs, et ça va permettre d'apporter de l'azote, notamment du coup aux terres. Donc voilà, finalement, une double valorisation de ce système, du coup, avec de l'énergie, avec le biogaz, et des engrais évités avec le digestat. Quand on regarde maintenant ce biométhane, du coup, d'un œil décarbonation, vous avez là l'empreinte carbone de différentes énergies, plutôt les énergies fossiles sur la droite et on va dire les énergies renouvelables ou bas carbone sur la gauche. Donc aujourd'hui, quand on utilise le gaz naturel dans une chaudière, et ben, du coup, on émet 230 grammes de CO2 par kilowattheure du coup utilisé. Et bien maintenant, quand on remplace finalement ce gaz naturel par du biométhane, qu'on est dans des logiques d'analyse en cycle de vie. Hein. On n'est pas juste à l'utilisation, mais on est à la construction, l'utilisation et le recyclage. Et bien, quand on regarde du coup finalement le biométhane, et bien, on va diviser par 10 l'empreinte carbone de l'usage du gaz. Voilà. Et ça vient le positionner finalement, alors moins bien que le nucléaire et l'éolien, mais finalement mieux que le bois bûche ou le photovoltaïque. Voilà. Quand on regarde en analyse de cycle de vie de la chaîne.
Et donc, où est-ce qu'on en est? Donc, on a dit 10% du coup sur le département. Et vous avez un zoom là un peu plus précis par EPCI. À fin 2023, vous avez la petite carte en bas, c'est le ratio finalement de combien de gaz renouvelable est produit sur mon EPCI par rapport à la consommation totale de l'EPCI, de la communauté de communes. Donc on voit par exemple que le pays de Naï, déjà à fin 2023, 35% du gaz qui était consommé sur le pays de Naï, c'était du gaz renouvelable qui est produit sur le pays de Naï. Et quand on se projette finalement à 2026, on voit que globalement, pour la plupart des EPCI du Béarn, on va être sur des pourcentages de couverture en gaz renouvelable qui sont assez importants, hein. Alors, 5% pour le Pau Béarn Pyrénées, qui est aussi la plus grosse consommation. Mais on a des zones, par exemple, comme Nord-Est Béarn. Nord-Est Béarn va produire plus de gaz renouvelable que ce qu'ils vont en consommer sur leur communauté de communes. Voilà. Donc, après, là, c'est là tout l'intérêt des réseaux, c'est que les réseaux ne se limitent pas aux EPCI ni aux départements. Donc, du gaz qui est produit sur Nord-Est Béarn, il va être consommé sur Pau Béarn, enfin sur l'agglo de Pau, ou sur les Luys en Béarn, ou sur le pays de Naï, selon les maillages des réseaux, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on voit que voilà, dans 2 ans, 2026, c'est dans 2 ans, avec les augmentations des sites existants et les nouveaux sites qui vont arriver, on va réussir à couvrir en tout cas un talon assez important en gaz renouvelable par rapport à la consommation. Donc, pour conclure, on a exposé donc, tous ces éléments-là. Ce qu'on a à retenir, c'est que des actions simples pour des résultats importants et qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire des travaux importants pour gagner sur sa facture énergétique. C'était vraiment une volonté là, de la part de GRDF de mettre en avant ce point-là. Et se dire que voilà, chacun de votre côté, vous pouvez agir sur vos factures, sur vos données de consommation et sur ces éléments-là. Pour aller plus loin, et dès lors que là, on va rentrer un petit peu dans mes missions à moi en tant que responsable d'énergie, c'est dès lors que vous envisagez des travaux importants, pensez à nous solliciter côté GRDF, parce qu'on a aussi la capacité sur certains dossiers de vous accompagner financièrement sur des études énergétiques autour des solutions, notamment hybrides. C'est-à-dire, vous savez que vous avez une salle des fêtes, une école, un hôtel de ville à rénover parce que vous avez défini un projet ou un budget associé à ça. N'hésitez pas à revenir vers moi pour que nous, on puisse intégrer ce dossier-là dans un processus qu'on pourrait appeler même une offre presque transition sur lesquels nous, on peut financer ou cofinancer une étude énergétique sur ces éléments-là et qu'on pourrait travailler ensemble et aussi faire ces points de ce type-là, avec des focus réellement sur votre patrimoine de vos communes. Donc, vous voyez, on vous a présenté en tout cas la démarche de manière un peu générale. On a pris 2 cas concrets. Après, l'idée, c'est surtout, on peut vous accompagner, voilà, chaque collectivité. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Et du coup, on vous accompagnera notamment sur les écoles et sur d'autres bâtiments pour venir regarder ce ratio. Est-ce que le ratio sur vos écoles, est-ce qu'il est bon du coup? Est-ce qu'aujourd'hui vous régulez bien ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez du gain potentiel à faire? Donc voilà, on ne pouvait pas présenter chaque école et puis c'était pas voilà le but, mais l'idée c'était de vous montrer l'intérêt de la démarche. Et vous avez vu, hein, enfin, je veux dire financièrement. Pour certaines communes, hein, du coup, voilà, faire 1 000 € 1 000 € de gain, voilà, ça peut être une subvention pour une association, pour pour le fonctionnement de la collectivité. Voilà, c'est un gain qui peut ne pas être négligeable. Alors, je vous propose, je vais arrêter l'enregistrement et du coup, on peut passer un temps d'échange. J'arrête l'enregistrement, comme ça peut peut-être libérer la parole. Je vais arrêter le partage d'écran aussi.